face. Et André Berkoff est aujourd'hui en face à face avec Michel Onfray, philosophe, qui vient nous présenter son livre La Nef des Fous, des nouvelles du bas empire de chez Robert Laffont, et qui présente et qui sort bientôt aussi le numéro 4, le quatrième numéro de sa revue Front Populaire, intitulée Immigration, avec un S. Et oui, et n'oublions pas, parce que Michel Onfray, je l'ai dit la dernière fois qu'il est venu chez nous, il écrit plus vite que son ombre, mais il écrit aussi bien, donc ça va. Non, il a un très 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 beau livre dans la collection bouquins de chez Robert Laffont, les vies philosophiques au pluriel, et effectivement, que ce soit Montaigne, Charles Corday, Madame Roland, Théroigne de Méricourt, Nietzsche et autres, Camus, Bourdieu, etc. C'est intéressant. Et non, il n'y a pas la vie de Freud, hein. Ça c'est un autre problème. Il est dedans, mais pas comme une vie philosophique. Mais pas qu'une vie philosophique, voilà, c'est ça. Et pas tout à fait la même chose. Non. Alors, Michel Onfray, et évidemment, c'est amusant parce que je me dis que Michel Onfray, ça aurait été le meilleur des chroniqueurs, on devrait l'avoir chaque jour, parce qu'il ferait une nef des fous tous les jours avec ce qui se passe en ce moment. Quand même, il y a de quoi. En fait, c'est pas une nef qu'il faudrait faire, c'est un paquebot. C'est un bateau de croisière. Une arche de Noé. Une arche de Noé, c'est vrai. Mais Michel, ce qui est étonnant, Michel Onfray, au fond, c'est qu'on se dit... Est-ce que c'est ça? Je citais, on avait la chanson de Brassens, quand on est con. C'est vrai que c'était Einstein qui disait c'est le seul moment de l'infini, c'est la connerie qui donne le vrai sentiment de l'infini. Mais comment ça se fait qu'il y a une telle persistance, dans cette espèce de correctitude avec un K de la pensée en ce moment? Parce que notre civilisation s'effondre, qu'une autre est en train de s'annoncer, qu'elle n'est pas encore là, que les barbares d'aujourd'hui seront les civilisés de demain, et que tout se fissure, tout craquelle. Alors je dirais tous ces petits textes, ce sont des focus sur les fissures. C'est toutes les sottises du jour, quoi. C'est-à-dire il y a à peu près tous les jours une bêtise qui nous disent par exemple les antispécistes qui sont contre les chiens d'aveugles. Donc finalement, qui sont plutôt pour les aveugles, en disant que les aveugles restent aveugles, et ce sera formidable, mais c'est terrible qu'il y ait alors que les relations que les aveugles ont avec, je dis aveugles, moi, je dis pas les malvoyants, mais que les aveugles ont avec leur chien est une véritable relation d'affection, qu'ils aiment autant leur animal que l'animal les aime, et ces gens qui n'ont pas compris qu'un animal domestique était domestique par définition, et que ça n'est pas un animal sauvage tel qu'on imagine la sauvagerie dans son bureau parisien. Mais vous savez que c'est allé très loin. Là, vous aviez déjà écrit votre livre. Il y a 3 jours, nous avons raconté un conseil municipal à Strasbourg où une élue EELV, c'est sur tous les réseaux, disait qu'il faut quand même comprendre les punaises de lit et les rats parce que ils ont quitté leur lieu d'origine et il faut vivre ensemble, disait-elle, avec les punaises de lit et avec les rats. Il faut avoir un côté humaniste pour ces animaux. Cohabitation bienveillante, disait-elle. Voilà, cohabitation bienveillante et ne pas les traiter comme des animaux toxiques. Formidable. Oui, mais c'est l'antispécisme si on le pousse jusqu'au bout. Qu'est-ce qui fait effectivement que on pourrait utiliser un insecticide, qu'on pourrait tuer le moustique qui risque de nous piquer, et il n'y a pas de raison d'arrêter effectivement le mal à un endroit très précis en disant les animaux à sang chaud, oui, puis les animaux à sang froid, non. Mais on pourrait imaginer qu'après tout, le Covid, ce soit aussi respectable et respecté. Les bactéries, c'est du vivant. C'est du vivant. Le virus devrait accepter la maladie en estimant que c'est l'une des modalités du vivant et que... Mais alors, est-ce que pour vous, Michel Onfray, et c'est le signe d'un basculement, est-ce qu'on est en train vraiment de passer, je dirais, d'un monde à un autre? En tout cas, avec le Covid, ça a apparu dans une pureté presque quasi-chimique. Est-ce que c'est un basculement ou c'est simplement une régression, une vraie régression, ce qui n'est déjà pas mal? C'est un basculement régressif, on dira. Vous savez, Brodel parlait du temps long d'une civilisation, du temps de la patience, et de fait nous on est à la longueur d'un homme ou d'une femme, enfin je veux dire c'est quoi, c'est 80 ans, 90 ans, on a du mal à penser en termes de centenaire, on a du mal à penser en termes de millénaire, donc il faut penser au moins en termes de millénaire quand on parle de civilisation, donc on est dans un tuilage de 2000 ans avec probablement 2000 ans à venir aussi, et c'est pas forcément facile à voir, simplement il y a des craquements qui sont susceptibles d'être vus. Je veux dire, les gens qui sont capables de vous le prédire,
une éruption volcanique, par exemple, sont capables de voir qu'un certain nombre de chiffres annoncent l'éruption volcanique. Là, je donne des chiffres en disant il y aura éruption volcanique. Ça paraît évident, il y aura un effondrement de cette civilisation parce que plus personne n'y croit, plus personne ne l'enseigne. On déteste cette civilisation. À l'école, on nous apprend même à la détester. Vous avez des enseignants, l'autre jour, 315, je crois, qui ont dit nous n'enseignerons pas la règle de grammaire qui veut que le masculin l'emporte sur le féminin. Et tous ces gens qui se prennent pour Jean Moulin peuvent démissionner d'éducation nationale, ce sera élégant, plutôt que de dire je suis payé avec l'argent public, mais je ne veux pas enseigner. C'est ce qu'on appelle des Jean Moulin avant. Oui, et je ne veux pas enseigner la grammaire française, la langue française. À ce moment-là, on fait un autre métier. Mais je trouve sidérant qu'on puisse dire là même où on doit enseigner la langue, qu'on va enseigner la destruction de la langue. Ou que là où on devrait enseigner la langue, on enseignera l'écriture inclusive, qui est aussi une des modalités de la destruction de la langue. Là où on doit enseigner les classiques, on n'enseigne plus les classiques. Il faut réécrire Molière, trop compliqué Molière. Alors, je ne parle même pas de Racine ou de Corneille. Il faut laisser de côté Madame Bovary, c'est trop épais, donc il faut refaire des digests en disant accélérez-moi tout ça. Madame Bovary en 10 pages. Voilà, c'est ça. Ouais. Et en fait, mais l'intérêt là-dessus, vous en avez déjà beaucoup parlé, mais on en parle tout. Est-ce que c'est une volonté délibérée ou c'est des espèces de, comment dire, c'est les mutins de panurge, comme disait Philippe Muret? Est-ce qu'on se dit, voilà, eh bien, maintenant il faut être là-dedans pour être dans le camp du bien, pour être politiquement correct, pour être éthiquement correct? Il faut se dire, oui, c'est comme ça, maintenant c'est la modernité. Oui, vous savez, il y a une partie de la France qu'on dira d'en haut, pour le coup, qui est dans le politiquement correct, puis une grande partie qui ne l'est pas, qui est dans une logique de bon sens, qui rit à tout ça, qui estime qu'une petite fille de 8 ans qui vient en Cortez, par exemple, au Parlement espagnol, nous expliquait que depuis l'âge de 4 ans, elle a envie d'être un petit garçon, et qu'on a à ce moment-là des députés qui applaudissent grandement. Effectivement, il y a une partie de la France qui estime que peut-être cette petite fille a des problèmes d'identité, et que les problèmes d'identité, ils sont évidents dans une civilisation où on n'aide plus les enfants à devenir des adultes, ou même l'adulte est devenu quelque chose de détestable parce que finalement le modèle c'est l'adolescent, l'adolescent comme on dit même. Ouais. On estime que Greta Thunberg doit nous donner des leçons, elle ne va plus à l'école mais elle dit je suis la science. On découvre que ces mots d'ordre sont dictés par ses parents. Ça fait 2 ou 3 fois qu'on nous explique qu'il y a des erreurs de routage. Sur la page Facebook. Mais voilà, on continue à estimer qu'elle n'est pas la marionnette entre les mains de ses parents et qu'elle est un oracle. On a même l'Église de son pays qui nous dit qu'elle est un nouveau Jésus-Christ. Elle est reçue par le pape qui estime que elle mène un bon combat, et elle qui, pas culottée, dit au pape le vôtre est bon aussi. On trouve tout ça est possible et pensable. Des enfants peuvent faire la loi, des adultes on leur explique que les adultes ont tort parce qu'ils sont adultes. Donc dans ce monde, moi je suis contre Zemmour qui estime que la civilisation se féminise, je pense qu'elle s'infantilise. C'est pas la même chose. Et on veut effectivement faire non pas de la femme un modèle, mais de faire de l'enfant un modèle. Y compris d'ailleurs cette espèce de fascination pour la pédophilie qu'ont les gens de gauche depuis mai 68. Un certain nombre de gens de gauche, toute cette fascination qu'ont eu les gens qui, en 77, il y avait tous les intellectuels, vraiment tous les intellectuels. C'est-à-dire quand vous donnez la liste des signataires de la pétition, en disant la sexualité sans limite, etc., elle est instructive. Il y a un article de Wikipédia complètement consacré à cette pétition du Monde et de Libération à l'époque. Ce ne sont quand même pas des gens qui ont non plus présenté leurs excuses ou qui ont dit qu'ils s'étaient trompés. Ils se sont trompés surtout, en permanence. Ils se trompent sans cesse. Dans Libération, il y a eu il y a quelque temps Béatrice Preciado qui nous a fait savoir qu'il fallait en finir avec l'utérus du mâle blanc et il fallait trouver des sexualités alternatives. Donc elle dit masturbation, etc., aucun problème. Homosexualité, aucun problème, mais elle ajoute zoophilie et coprophagie. Et on nous invite aujourd'hui à sodomiser son poisson rouge et à manger les excréments de son partenaire. Et Libération estime que c'est une grande libération. Et il leur faudra encore 30 ans pour estimer qu'ils avaient dit des bêtises à ce moment-là. Ou quand ils ont célébré l'enfant cloné par les Raéliens en faisant une, ce qui était une fake news, comme on dit aujourd'hui. Est-ce que la règle de ces braves gens est de ne jamais s'autocritiquer et de ne jamais s'excuser? C'est quand même une règle. D'abord, ils pourraient concevoir qu'il n'existe que par l'argent public qu'on leur donne. C'est-à-dire ces journaux, Le Monde, Libération, n'existent que parce qu'ils sont subventionnés par les impôts du contribuable. 6 à 7 millions chacun. Mais sans ça, ils ne vivent pas.
Ouais. Ils sont possédés par des milliardaires, cherchez l'erreur. Des milliardaires possèdent des journaux qui ne se subventionnent pas eux-mêmes, qui ont besoin des subventions publiques pour pouvoir exister. On donne l'argent des impôts à ces milliardaires pour qu'ils puissent insulter le peuple quand le peuple dira non, par exemple, au traité, au projet de traité européen. Les traitants de nazis, de fascistes, enfin le truc habituel, de vichistes, de pétinistes, de maurassiens, de crétins et de ploucs. de crétins, pardon, de sous-diplômés, de bac moins 10 ou ce genre de choses. Ça aussi, ça contribue à la décadence. Mais il y a autre chose aussi, Michel Onfray, ce qui est frappant, c'est que ça va, là vous citez cela, et ça va sur les grands radios et de service public, radio et télévision, enfin, je veux dire, où leurs présidentes, puisqu'il y a 2 présidentes, Delphine Ernotte et Sybille Veil, disent, attendez, aujourd'hui, c'est ce qui va compter, la ligne rouge, c'est discrimination positive, et puis en finir avec le mâle blanc. Ça, oui. Sauf, alors là, je regarde avec une curiosité non feinte le journal de la 2 qui court après Pernod. C'est formidable de voir comment d'un seul coup ils se disent on va parler plouc, parce que ça marche bien sur TF1, et là on va refaire des émissions sur les sabotiers du Cantal, ou sur les bergers de Corse, ou sur le fromage des Pyrénées, et on est allé jusqu'en Bretagne, où on a rencontré un monsieur qui vit dans les Genêts, les Ajoncs, et qui ceci, cela, et on a un coup de bignou, on se dit mais c'est honteux, mais que fait Madame Ernotte de nous proposer avec l'argent du public un journal fasciste, rural, pétiniste, bien sûr, la terre elle ne ment pas. Il y a un moment donné où tout ça fait rire, et tout ça est quand même fait avec l'argent du contribuable. Quand on est propriétaire de TF1, on fait ce qu'on veut, après tout. Oui, mais ça, c'est l'argent du contribuable. C'est-à-dire qu'on se dit, si le contribuable était respecté, c'est-à-dire si on n'insultait pas une partie de l'électorat en stigmatisant Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon, par exemple, ou tel et tel, bon, on pourrait imaginer qu'après tout, ça puisse exister, le service public. Mais c'est notre ami Macron qui disait que le service public français était une calamité. Oui. Une fois qu'il disait quelque chose de juste. On va en reparler après les informations. On reste avec vous. Et après, ce sera les auditeurs du Sud Radio. Voilà, je rappelle seulement le numéro de téléphone 0826 300 300. Et évidemment, Michel Onfray reste avec nous. Donc, vous pourrez essayer de lui parler en nous appelant à ce numéro. À tout de suite. Et je précise que les Français parlent au français ici, jamais en écriture inclusive, en tout cas. Je vous promets. Michel Onfray, La Nef des Fous, et vous avez sous-titré votre livre, Des nouvelles du Bas Empire. En l'occurrence, pourquoi le Bas Empire? On est vraiment en cette période? Oui. Alors, le Bas Empire, c'est compliqué à définir. Les historiens se battent un petit peu. Est-ce qu'il y a un Bas Empire? Est-ce qu'il y a une Antiquité tardive, etc., etc. Mais moi, j'adore les péplums. Et c'est plutôt la Rome qu'on nous présente, quoi. C'est-à-dire que ce sont des orgies, c'est n'importe quoi. C'est Caligula qui donne des perles à manger à son cheval. Enfin, c'est ce genre de choses. Et on y est là. Et on est complètement là-dedans. On est dans le Satyricon de Pétrone, quand on mange des tétines de truie farcies ou des vulves de truie farcies, des langues d'oiseaux, tout ce truc extravagant. Et on est complètement là-dedans. C'est-à-dire que si on est un peu attentif et qu'on cherche un peu tous les jours, il y a un motif à se réjouir sur le mode voltairien. Ah, ça, je dois dire que votre inventaire à la Prévert du début, et d'ailleurs c'est tout ce qu'on va raconter dans votre livre, je vais pas le faire entièrement, ça va nous prendre trop de temps, mais c'est vrai que c'est formidable. Je rappelle, une dramaturge de couleur qui interdit aux critiques blancs de rendre compte de son spectacle sous prétexte qu'il poursuivrait l'œuvre colonialiste. Là encore, on l'a vu récemment. Vous savez, avec cette poétesse afro-américaine qui a parlé avec Biden, qui a fait un poème magnifique, et elle était d'accord. Elle a choisi sa traductrice blanche en Hollande, et les Hollandais, les bobos gauchos hollandais ont dit ah non, peut pas avoir une blanche qui traduise une noire. Enfin, c'est hallucinant quand même d'arriver à là. Le pire n'est peut-être pas tant ça que le fait que ces gens qui sont racistes n'acceptent pas qu'on dise qu'ils le soient. Ah oui, parce que c'est ça du racisme, c'est faire de la discrimination sur la couleur en disant votre couleur vous interdit de comprendre ma poésie. De la même manière qu'on disait ils sont noirs, ils peuvent pas comprendre, ils sont incapables. Il y a eu ça à une époque, c'était Renaud Camus qui nous disait que les immigrés, fils d'immigrés, etc., étaient incapables de comprendre Racine ou Corneille parce que finalement ils étaient génétiquement programmés à... Il disait ça, Renaud Camus? Oui, ça fait partie à une époque effectivement. Et Finkielkraut ne trouvait pas forcément grand-chose à redire à ça. Mais cette idée du fait que les Noirs seraient
serait incapable de penser et qui serait juste bon à danser, qui était le prototype du racisme chez Hergé ou chez d'autres, ou avec Babar. Oui, ou du Ku Klux Klan américain. Et voilà. Et bien on prend exactement la même chose et on dit mais c'est la même chose. Les blancs sont inférieurs, ils ne savent pas penser, réfléchir à un certain nombre de questions. Ils ne peuvent pas réfléchir à des questions décoloniales, racistes, etc. Ou pas racistes, mais racialistes, parce qu'ils ne sont pas racisés. Et ce concept extraordinaire qui donne tous les droits. Et il s'agit de déconstruire ce concept de racisé. C'est pas parce que moi je veux dire, je veux bien qu'on mette en perspective l'état des parents de Nafissatou Diallo par exemple, ou d'autres, je veux dire, et puis l'état de mes parents, de mes grands-parents par exemple dans la campagne normande. Je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter. Il y a eu du servage, de l'esclavage, de la domesticité, des gens qui travaillaient 10 heures par jour, et les enfants dans les mines, jamais de vacances, les enfants dans les mines, pas d'argent, pas de retraite, une espèce de pas de chauffage, pas d'électricité, pas de douche, pas etc., etc. Donc je veux bien qu'on fasse une surenchère de misère, de pauvreté, de souffrance, mais à ce moment-là, mettons toutes les misères et toutes les pauvretés et comparons. Moi, je veux bien effectivement compatir aux souffrances des descendants des enfants d'esclaves. Il n'y a aucun problème pour ça. Mais si ces gens-là compatissent aussi au fait qu'il y a eu des souffrances, des misères, etc. Le racialisme ne peut pas être la vérité de notre époque. Non, et le pire, Michel Onfray, vous le savez, c'est qu'il n'y a pas eu qu'une traite négrière, celle des Blancs. Il y a eu trois traites négrières, et celle l'arabo-musulmane et la traite africaine ont été au moins aussi meurtrières. C'est qu'ils n'excusent rien du reste. Mais enfin, ne parlez que... C'est ça qui est extraordinaire. Elles ont été plus meurtrières. C'est tout ce que dit Patrick Grenouillot dans son livre formidable. 400 pages de démonstration extrêmement serrées pour nous faire savoir que l'invention de la traite, elle est musulmane. Elle n'est pas occidentale. Que la traite occidentale, elle arrive plus tard. Et 11 millions de Noirs castrés. Mais absolument. Appeler, hein. Et que ça s'est fait au nom de l'islam aussi à une époque, et qu'il faut arrêter de croire qu'il y a systématiquement des Blancs qui sont dans la logique de la traite, et que la traite, ça n'est que ça. Et Taubira elle-même a estimé qu'il n'y avait qu'une traite, et que c'était celle-ci. C'est le contraire de ce que dit l'histoire. L'histoire nous dit non, il y a eu des traites diverses et multiples, et regardez la traite occidentale, regardez quand elle commence, regardez la traite africaine, regardez la traite orientale, regardez combien de temps elles ont duré. 1000 ans. Bien sûr. J'ai 1000 ans. Et qui a inventé l'abolitionnisme, la suppression de la traite? C'est l'Occident. Il y a encore des esclaves aujourd'hui dans certains pays africains, par exemple. On se dit, en Mauritanie, ça continue toujours. Donc à un moment donné, on se dit, mais est-ce qu'on peut faire de l'histoire au lieu de faire de l'idéologie? Mais alors, justement, moi, je voudrais revenir à ça. Est-ce que, quelque part, pour revenir à l'Occident et dont on parle, est-ce que, vous savez, on dit toujours le peuple se méfie des élites, et pour des tas de raisons, est-ce que ce ne sont pas, en fait, les élites qui se méfient encore plus du peuple? Ça dépend ce qu'on appelle les élites. Mais de toute façon, les élites détestent le peuple. Elles détestent le peuple. Et quand elles en sortent, la plupart du temps, elles les oublient. Moi, il me semble que j'essaie d'être fidèle. J'ai changé de monde, mais je me suis dit, je n'ai pas oublié le monde dont je viens. Et je me suis dit, j'essaie de parler, je ne vais pas dire pour eux, mais presque en souvenir d'eux, et en disant je sais à quoi ça ressemble. Mon frère aujourd'hui travaille dans une carrière, il travaille à l'entretien du matériel, ma belle-sœur est cantinière, je veux dire, bon, je sais ce qu'est ce monde-là, je sais comment ma mère vit, dans quel espace elle vit, 2 fois 17 mètres carrés, comment elle vit avec un bout de retraite, enfin je connais dans mon village Chambois des misères, des pauvretés, des souffrances au quotidien qui sont des souffrances dignes et modestes. Ce ne sont pas des gens qui disent, mais après tout, je souffre, je vais mettre le feu à la banque. Je suis une victime, je revendique. Donc, je vais effectivement mettre le feu à la voiture du notaire. Donc, je vais éventuellement violer la pharmacienne. Ou donc, je vais faire installer la terreur dans le village, et tous ceux qui passeront dans ma rue, je les menacerai, etc. Pas du tout. Il y a une misère digne. Il y a une espèce d'humilité simple chez plein de gens qui en ont assez de s'entendre dire que il y a toujours plein de misère dans des endroits où on a mis de l'argent. Dans les banlieues, j'aimerais savoir combien de milliards on a mis dans les banlieues depuis des années pour théoriquement régler un problème qui ne se trouve pas réglé, et savoir combien de milliards on a pu mettre dans les villages de campagne français pour empêcher que ces villages disparaissent. C'est 2 poids 2 mesures à ce moment-là. Et la Creuse, et la Corrèze, et la Lozère, etc. Juste, qu'est-ce qui vous a fait choisir, Michel Onfray, de rester à Caen, et alors que bon, vous êtes, je pas dire que vous êtes célèbre ou connu, et que vous êtes absolument dans les, non pas l'établissement, parce que ça on peut pas dire que vous le soyez, mais enfin vous avez choisi de rester en dehors de Paris. C'est un choix délibéré? Ah oui, bien sûr. Moi, quand j'ai envoyé mon manuscrit par la poste chez Grasset, on m'a tout de suite dit, bon, maintenant il va falloir changer de vie. Donc vous allez quitter votre compagne, laisser tomber votre métier, abandonner. On vous a dit ça? Ah oui.
Mon éditeur, il m'a même dit, tous vos souvenirs, il faudra mettre ça dans une maison et on va faire murer les portes et les fenêtres. Et il a ajouté, on vous créera un passé. Et puis il m'a dit, ensuite, on vous fera rencontrer des gens utiles et nécessaires. Et vous ferez carrière, m'a-t-il dit. C'était mon premier livre. Et j'ai dit, mais non, mais sans mérite. Je ne voyais pas comment j'aurais pu mener cette vie d'imposteur. Ah oui, si oubliez ce que vous avez été, c'est fini. C'est ça. On va vous fabriquer, vous serez une vedette. Et je lui ai dit, on m'a dit, vous ne ferez pas carrière. Je dis, c'est pas grave, j'ai pas envie de faire carrière, moi. J'aurais pu dire, je préfère faire une œuvre, mais donc je suis resté en province parce que ça fait 10 siècles que mes ancêtres s'y trouvent et que je trouve que on peut pas tenir un propos girondin comme le mien et se comporter en jacobin. Donc je viens à Paris parce que tout est à Paris, donc je vois mes éditeurs, je vois des journalistes, je vous vois, cher André, et il faut être à Paris. Puis après, tout à l'heure, je prends mon train et je rentre en Normandie. Mais parce qu'il faut aussi arrêter de nourrir Paris, c'est-à-dire tous les gens talentueux, tous les jeunes talentueux, s'ils veulent réussir, il faut monter à Paris. Et on dit descendre en province, comme on dit monter au ciel et descendre aux enfers. Et si vous êtes doué en danse, en musique, je sais pas quoi, en littérature, si vous êtes doué dans les beaux-arts, je ne sais quoi, vous ne pouvez triompher que si vous êtes passé par Paris, quand quelqu'un vous aura adoubé dans chaque domaine, peinture, musique, littérature, gastronomie, journalisme, je sais pas quoi, il y a 20 personnes qui font la loi à Paris, et c'est à Paris. Et donc, les gens montent à Paris et d'une certaine manière dévitalisent les provinces. Et alors, est-ce qu'on pourra justement quitter ce syndrome Rastignac un jour et contourner ou pas? Ou Paris restera incontournable, à votre avis? Écoutez, je vais vous faire un aveu, c'est-à-dire que beaucoup de gens ont voulu que j'aille au présidentiel et j'ai dit je n'irai pas. Avec Stéphane Simon dans la revue Front Populaire, on a dit qu'on ne soutiendrait personne, mais qu'on soutiendrait un programme. Et notre programme, il sera justement girondin. Comment peut-on aujourd'hui refaire France, ou refaire une France? Comment peut-on refaire une communauté? Comment repenser aujourd'hui la République en dehors du schéma jacobin? C'est-à-dire faire de telle sorte que Paris pèse 1/83e de la représentation nationale, disaient les Girondins à l'époque où il y avait 83 départements. Eh bien, vous avez... Je sais pas, ça doit être 1% du territoire, Paris, qui doit représenter plus d'un quart de la population française. Mais c'est pas une raison. Avec la Seine-Saint-Denis, hein. Oui. Tout ça. C'est pas une raison pour que Paris fasse la loi en Corrèze ou en Lozère. Il faut redonner du pouvoir communal, il faut redonner du pouvoir départemental, il faut redonner du pouvoir régional, repenser le pouvoir qui peut être donné, y compris dans des parlements régionaux. Moi, je suis pas contre le fait qu'on retrouve le principe des parlements régionaux. On dit oui, féodalité, période de la monarchie, etc. Mais comme les gens qui me reprochent ça ont une conception sommaire de la Révolution française, souvent Mathiez et Soboul, les communistes. Enfin, qu'est-ce que c'est que la monarchie républicaine aujourd'hui? Non, mais la monarchie était tempérée par les parlements régionaux. Ça a duré un temps incroyable, sauf avec Louis XIV qui massacrait tout ce monde-là. Mais il y avait chez Louis XVI un désir de composer avec les parlements régionaux. On a vu ce que ça a donné. Bon, voilà, ça n'a pas pu avoir lieu. Mais je pense que l'équilibre des pouvoirs pourrait se refaire, que nous pourrions bien sûr avoir un président de la République, ça me paraît évident, mais et un État qui serait un État libertaire, qui garantirait le communalisme. Et à ce moment-là, on pourrait refaire du lien social. Puis les gens pourraient retourner voter. Et puis ils pourraient arrêter de s'abstenir. Et puis ils pourraient dire, mais de fait, l'horizon, c'est pas Macron ou Le Pen. Oui. Ou le parti animaliste, en disant, moi je vais voter pour les poissons rouges parce que je vais voter pour les punaises de lit. On se retrouve pour les punaises de lit juste après ceci. Dans quelques instants, et puis surtout c'est à votre tour de nous appeler, de participer, de faire la radio avec nous. 0826 300 300. Michel Onfray reste avec nous et vous êtes déjà très très nombreux à vous inscrire pour lui poser une question. Vous pouvez aussi réagir aux autres sujets, évidemment ces lycéens qui rejettent la laïcité à la française, ou alors la cacophonie du gouvernement et la promesse de Gabriel Attal, retour à la normale à la mi-avril. Est-ce que vous y croyez? Allez, à tout de suite. Et non, les carottes ne sont pas tout à fait cuites. Continuons longtemps la discussion justement entre André Berkoff et Michel Onfray. Je rappelle le titre de son livre La Nef des Fous, des nouvelles du Bas-Empire, c'est chez Robert Laffont. Et vous aussi, vous êtes dans tous vos états et vous nous appelez au 0826 300 300. Tout de suite, la parole à Gérald qui nous appelle de Montpellier. Bonjour Gérald. Oui, bonjour Gérald. Bonjour Monsieur Berkoff, bonjour Monsieur Onfray. J'avais une question pour vous justement. Je sais que vous êtes de cœur socialiste, mais aujourd'hui, que pensez-vous de cette gauche qui n'existe plus, cette gauche qui ne parle plus comme à l'époque, qui était socialiste, celle qui parlait aux Français, aux agriculteurs, celle qui parlait aux travailleurs d'usine ou aux travailleurs dans les supermarchés, et qui aujourd'hui est devenue une gauche bien pensante, communiste ou écologique, et qu'on peut dire écologique dans le sens où elle ressemble plus à une pastèque qu'autre chose.
Et voilà, on est sur cette gauche aujourd'hui, on ne peut plus rien dire. Et donc je voulais savoir en fait, qu'est-ce que vous en pensez du fait aussi qu'ils ne veulent plus rien entendre de notre histoire, de notre passé, où on a perdu complètement notre identité française, comme par exemple cette histoire sur la laïcité bafouée ou refusée en fait par les lycéens. Et autre chose aussi, qu'est-ce que vous pensez en fait en face également, qu'est devenue cette droite qui ne répond plus, et du fait aussi que la dissolution de génération identitaire a pas créé fortement un impact sur cette droite-là. Michel Onfray. Vous posez une question magnifique, bien sûr, mais pour aller vite, je dirais Mitterrand est arrivé au pouvoir en 81 avec un projet socialiste. En 83, il arrête le socialisme en disant ça ne marche pas, je n'y parviens pas, j'ai des problèmes avec l'économie, les finances, on a vidé les caisses, les riches s'en vont à l'étranger, planquent leur argent en Suisse. Pour ceux qui se souvenaient, à l'époque, il y avait un taux de change, il y avait des problèmes on avait une limitation de l'argent qu'on pouvait emmener à l'étranger quand on partait en vacances, enfin bon. Et donc à ce moment-là, Mitterrand dit de toute façon, moi la gauche ça ne m'a jamais intéressé, ça m'a juste intéressé pour parvenir au pouvoir, maintenant j'y suis, j'y reste. Il renonce à la gauche en disant en mars 83, ça fait 22 mois de pouvoir à gauche avec Mitterrand, 22 mois seulement. Et vous soustrayez ça à 2 septennats et vous avez 14 années moins 22 mois pour expliquer que cet homme a détruit le socialisme parce qu'il voulait juste survivre. Donc il avait trouvé un nouveau joujou qui était l'Europe libérale. À un moment donné d'ailleurs, c'était soit Chevènement qui gagnait, et c'était effectivement un socialisme qui restait jaurétien, républicain, voilà, près du peuple, soit ça devenait une espèce de socialisme à la Mauroy. Alors Mauroy, il y a une espèce d'erreur sur Mauroy, c'était un libéral, et c'est devenu le porte-parole de Delors, c'est-à-dire que c'est le libéralisme qui est devenu la loi chez les socialistes. Ça veut dire que le socialisme est mort depuis 1983. Les gens qui effectivement ont cru au social-communisme, comme on disait à l'époque, les cégétistes, les communistes, qui soutenaient Mitterrand, se sont dit, mais on ne va pas voter pour ça. C'est le programme de Giscard, donc il n'y a aucun intérêt pour qu'on ait voté, milité pour des gens de gauche qui nous disent aujourd'hui que Giscard c'est l'horizon indépassable et que la gauche c'est ça. Il y a eu effectivement à un moment donné un think tank qui a fait savoir que le peuple était passé chez Le Pen ou dans l'abstentionnisme et qu'il fallait le laisser là-bas. Terra Nova, que l'on n'avait plus rien à faire de ce peuple qui était de toute façon mort pour la gauche. Et à ce moment-là, on a dit, mais on va se trouver un peuple de substitution. Et ça a été effectivement les marges, le décolonialisme, donc les homosexuels, les transsexuels, les féministes agressives, les prisonniers, etc., etc. Il faut lire, par exemple, Deleuze, Foucault, Guattari, etc. Et on a dit, mais maintenant, c'est ce peuple de ce remplacement qui va faire la loi. Donc on oublie effectivement ce que dit monsieur, fort justement, on oublie la campagne, les paysans, les instituteurs, la République, la laïcité, la France profonde, la France périphérique. Ouais. Et on dit, mais maintenant, si vous n'êtes pas de cette gauche-là, c'est que vous êtes de droite. Si vous êtes de droite, c'est que vous êtes d'extrême droite. Si vous êtes d'extrême droite, c'est que vous êtes fasciste. Et comme les gens n'ont pas envie de s'entendre dire qu'ils sont antisémites, fascistes, nazis, etc., ils disent, bon, bah d'accord, je suis de gauche et je continue, quoi. Mais le Parti socialiste n'a rien d'un parti de gauche. En revanche, monsieur a raison de dire que je reste socialiste, parce que le socialisme, c'est pas Mitterrand, c'est même le fossoyeur du socialisme. Le socialisme, c'est une idée du 19e siècle dans laquelle on trouve aussi bien Fourier, Proudhon, Pierre Leroux et un tas d'autres, peut-être même aussi des gens comme Félicité Delamennais, ou enfin des gens extrêmement intéressants. On a oublié cette tradition du socialisme français. Et même des anarchistes, Jean-Sébastien Faure, qui font mon bonheur, Jean Grave, simplement parce que la gauche n'a pas été capable de se remettre au centre d'elle-même. Ce qui intéresse la gauche aujourd'hui, c'est d'être élue et d'avoir des postes. Elle veut des députés, elle veut des sénateurs, elle veut des mairies. Elle a remplacé la lutte des classes par la lutte des places. Voilà, c'est tout à fait ça. Mais les gens ont bien compris que la gauche ne les défendait pas, que ne les défendait plus, et que d'ailleurs la gauche n'était plus la gauche. C'est du Canada Dry d'une certaine manière. Ça ressemble à de la gauche, mais c'est pas de la gauche. Donc il faut reprendre une gauche à la base en disant, mais reprenons ce que c'est au 19e siècle. C'est pas communiste, c'est pas marxiste, c'est pas collectiviste, le socialisme. C'est même très anti tout ça. L'horizon n'est pas... Un socialisme libertaire et redistributif, mais c'est ça. Voilà, et qui peut être aussi girondin. Donc l'avenir du socialisme n'est pas dans son passé, mitterrandiste ou mitterrandien, il est dans la construction de quelque chose qui serait libertaire, provincial, localiste, communautariste, etc. Enfin communautariste, au sens des communautés villageoises, etc. Entendons-nous bien. Et la droite, Gérald parlait aussi de la droite, dans quel état? Il y a au moins 2 droites, c'est-à-dire qu'il y a une première droite qui suce la roue de ce socialisme libéral, c'est-à-dire qu'est-ce qui distingue Fabius, prétendument de gauche, de Juppé, par exemple?
et Xavier Bertrand d'Olivier Faure. Si on fait une dégustation à l'aveugle en disant on va vous servir le vin de ces deux-là, vous allez voir que c'est le même pinard, que c'est la même soupe. Donc cette droite-là n'est pas de droite. Quant à la droite qui pourrait exister ailleurs, elle est diverse et multiple. Elle n'est pas capable de s'entendre. Dupont-Aignan, Marine Le Pen qui ne sait d'ailleurs même pas ce qu'elle pense du jour au lendemain. Dans l'opinion, elle dit un truc. Il y a 3 ans, elle disait autre chose avec Philippot. Au départ du Front National qu'elle pilote, elle dit encore une autre chose. Après, vous avez Robert Ménard, il est contre Marine Le Pen, puis après il est pour Marine Le Pen. Et puis, on se dit, mais elle est où cette droite-là? Est-ce que c'est cette droite de Zemmour, etc. Moi, je pense que la vraie ligne de partage, elle passe entre souverainistes et ceux qui ne le sont pas. Populistes mondialistes et souverainistes. Voilà, enfin, et populistes et populicides. C'est un mot que Gracchus Babeuf invente. Les populicides sont des gens qui veulent détruire le peuple, qui veulent faire l'économie du peuple. Tous ces gens qui, en 2005, disent « vous avez mal voté au référendum », en 2008, vous l'aurez à nouveau, mais ce sera le traité de Lisbonne, ces gens-là sont des populicides. Moi, je rêverais de voir Sarkozy au tribunal, non pas pour les affaires qui ont été les siennes récemment, mais pour haute trahison, en haute cour, juste pour dire « mais le peuple a voté à un référendum et vous avez jeté ce référendum à la poubelle. Vous êtes passible d'une cour de justice qui va vous juger. » Cette façon de mépriser le peuple au nom de ses prétendus représentants, c'est un coup d'État. Et il n'a pas été le seul, hélas. Mais alors, on avait Sarkozy, mais à l'époque, on avait Chirac, on avait aussi Hollande, évidemment. Il y a même une couverture de Hollande et Sarkozy qui se faisait face ou dos à dos, je ne sais plus, mais sur Paris Match, et tout était dit, là. Et je comprends que les gens se révoltent, qu'il y ait des gilets jaunes, qu'il y ait des gens qui votent pour les partis animalistes, qu'il y ait des gens qui soient abstentionnistes, qu'il y ait des gens qui n'y aillent plus en disant on ne croit plus en rien. C'est tout à fait compréhensible. Clémence. Allez, on va faire un petit tour du côté du Pays Basque avec Philippe qui est à Hendaye. Bonjour Philippe. Oui, bonjour Philippe. Bonjour à tous, bonjour Monsieur Bercoff, merci de me laisser la parole. Bonjour Michel Onfray bien sûr, et bonjour Clémence, que je trouve formidable. Alors je suis sur le charme de Clémence, personne n'en parle jamais. Ah ben là, fan club. Merci. Voilà. Donc moi je voulais simplement dire, j'ai été enseignant moi aussi, et j'ai quitté l'enseignement pour les mêmes raisons que la hiérarchie a laissé tomber Monsieur Paty. Ouais. Alors, il faut dire que me semble que l'enseignement est catastrophique depuis 40 ans, et que finalement quand on voit ce sondage des lycéens sur le port ostentatoire des signes religieux, oui. Eh bien, les lycéens c'est quoi? C'est des enseignés. Donc c'est le résultat de l'enseignement. Bravo. Ouais, absolument. Et donc ça c'est le premier constat. Alors moi je vais vous dire pourquoi. Il y a 4 raisons pour lesquelles je suis favorable sur le port ostensible des signes religieux, malgré mes origines. Moi je suis officier de réserve, j'étais gilet jaune, enfin bref. Donc le premier point c'est que c'est un constat sur l'enseignement. Le deuxième point, c'est que ça va favoriser quand même, me semble-t-il, le travail de la police pour repérer des intégristes ou des gens qui veulent avoir des mouvements un peu dangereux. Troisièmement, ça va, j'espère, enfin provoquer un électrochoc dans la population, des bobos en particulier, de ceux qui depuis 40 ans se font manipuler à chaque élection. Je sais que Michel Onfray ne va plus voter peut-être aussi à cause de ça, mais Mitterrand s'est fait élire sur une fausse barbe, il a trahi la gauche, bon il vient de le dire je crois. Monsieur Hollande lui, il a dit le problème c'est la finance, et puis finalement on sait ce qu'il a fait. Sarkozy, l'Europe... Michel Onfray le dit sans arrêt, il nous a trahis. Macron, c'est actuel. Et alors, le quatrième point que je voudrais évoquer avec Michel Onfray et vous-même, c'est sur l'armée. J'ai entendu une intervention ce matin de Michel Onfray sur une chaîne de télévision que je ne citerai pas, où il disait notre armée, elle s'est complètement trompée. Et moi, en tant qu'officier de réserve, je lui dis oui, bien sûr. On a une armée traditionnelle avec un porte-avions ridicule. Alors que les guerres qui s'annoncent, c'est la guerrière, en particulier dans nos banlieues. Or, il me semble que la guerre d'Algérie, sur le terrain, on l'avait gagnée. Donc, on a un savoir-faire énorme de nos armées, parce qu'il faut quand même rappeler que les Américains, sur le Vietnam, ils se sont plantés. Ils ont perdu. Oui. Ils se sont plantés, alors que nous, la guerre d'Algérie, on a su la gagner. Donc on avait un savoir-faire, et on se fourvoie complètement dans des manœuvres ou dans des compromissions avec l'OTAN. Enfin bref, je résume mes 4 points. Le premier, c'est le constat avec les lycéens. Le deuxième, c'est favoriser un travail de police. Le troisième, c'est un électrochoc pour les électeurs. Et le quatrième, c'est l'armée qu'on devrait peut-être envoyer dans les banlieues pour faire de la guérilla. Alors Philippe, Michel Onfray vous répond tout de suite après ceci. Et vous êtes toujours très très nombreux à appeler au 0826
300 300, notamment et surtout d'ailleurs pour poser des questions à notre invité Michel Onfray. On avait justement Philippe qui avait posé une question à Michel Onfray qui va nous répondre. Sur notamment, Philippe se plaçait un peu dans une perspective d'affrontement. Il disait voilà, c'est très bien les signes religieux parce qu'on va voir qui est qui. Et puis l'armée, quel rôle doit jouer l'armée, notamment dans nos banlieues ailleurs. C'était sa question. Oui, alors là, il y a deux choses. Il y a l'arsenal juridique dont nous disposons et qui suffirait pour faire une révolution. Et puis le statut de l'armée. Il suffirait pour faire une révolution. Oui, je crois, oui. En appliquant la loi. Quoi. Absolument. En étant en strictement respectueux de la loi. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a un problème de pédophilie avec du Hamel et d'un seul coup, hop, on fait une loi. Et on refait une loi, puis on refait une loi, etc. Mais si on fait des lois qu'on ne fait pas respecter, ça sert à rien. Donc il y a déjà tout un tas de lois qui, si elles étaient vraiment respectées, suffiraient pour remettre de l'ordre. On n'a pas besoin de l'armée pour ça, parce que j'estime que l'armée n'a pas à faire un travail de police. Chacun son boulot, et je trouve que le soldat, c'est vieux comme le monde, et que c'est tout à fait respectable d'avoir affaire à des gens qui mettent leur vie au service de la sûreté, de la sécurité, de la République, du peuple, etc. Donc je pense que si effectivement on se dit maintenant faire du ménage là où effectivement le droit devrait faire la loi, il ne le fait pas. Toute l'école de la magistrature qui produit effectivement du déni de la loi en disant mais vive les bourreaux et laissons tomber les victimes, ça ne peut pas continuer. Si effectivement la police fait son boulot qui est difficile, qui est vraiment extrêmement difficile, apporte à la justice un certain nombre de gamins qui l'après-midi sont libres de tout sachant qu'ils sont dans l'impunité presque. Ils sont dans l'impunité. Ils savent très bien que de toute façon on n'ira pas les chercher et que si on les cherche de toute façon on les libérera. Et que si éventuellement il y a un procès, de toute façon le procès n'aboutira pas sur des condamnations lourdes ou je ne sais quoi, on va faire le procès de la société, etc. Donc c'est une manière un peu gramscienne, c'est-à-dire il faut reprendre les idées et juste de dire mais soyons des radicaux, des républicains radicaux. La République radicale, c'est pas radical socialiste, mais c'est de dire on reprend la racine au sens étymologique. Et à la racine, nous sommes théoriquement un état de droit. Il y a normalement des dispositifs, justice, police, armée, etc., qui sont censés faire régner l'ordre et la loi. C'est tout à fait suffisant, il faut juste s'en donner les moyens. La deuxième chose, c'est l'armée. Il faut repenser l'armée aussi. C'est-à-dire que, je l'ai dit sur cette télévision dont parle monsieur hier, mais je veux dire que Clausewitz a écrit un gros traité qui s'appelle De la guerre, qui fait 500 ou 600 pages, et qui est toujours enseigné. Mais ce sont les guerres napoléoniennes. On peut toujours reprendre la guerre du Péloponnèse, les guerres napoléoniennes. Thucydide et compagnie. Mais bien sûr, puis on va faire Thucydide, Clausewitz, etc. Et puis enseigner ça à l'école de guerre. Je ne sais pas ce qu'on enseigne à l'école de guerre. Moi, j'ai beaucoup de respect pour l'école de guerre et je viendrai volontiers prendre des cours, écouter ce qui se dit à l'école de guerre. Mais il y a simplement chez Clausewitz un tout petit texte où il parle de la petite guerre. Et la petite guerre, c'est la guérilla. C'est un tout petit texte, ça fait vraiment 40 pages. Laissez tomber les 600 pages de Clausewitz, ça ne sert à rien aujourd'hui d'avoir une bombe atomique pour régler le problème des banlieues. Ça ne sert à rien. En revanche, si nous pensons à nouveau... Et André, vous avez parlé tout à l'heure du Vietnam, mais si nous pensons la petite guerre, c'était celle de Giap, c'était celle des gens qui ont été capables, avec leurs mains, leur détermination et leur courage, de mettre à genoux les États-Unis. La plus grande puissance mondiale. Absolument. Et donc il faudrait aujourd'hui repenser la théorie de la guerre à partir de la petite guerre de Clausewitz pour se dire que peut faire l'armée. Si l'armée aujourd'hui doit descendre avec des lance-flammes en banlieue, c'est n'importe quoi. C'est une sottise, c'est une bêtise, c'est un fantasme dangereux. C'est pas comme ça que ça se fait. Ça se fait avec une police qui interpelle, une justice qui juge et un système carcéral qui incarcère. Chacun faisant son boulot et appliquant la loi. En repensant la prison, qui ne doit pas fonctionner comme elle fonctionne. L'alternative, c'est pas plus de prisons, plus de cellules où ouvrons les prisons, plus de cellules, etc. C'est la droite ou la gauche. Non, c'est pas ça. C'est des prisons qui soient vraiment des prisons et un tas de gens qui ne devraient pas se trouver dans des prisons, qui se trouvent dans des endroits où on les soigne. Il y a un nombre de malades mentaux, de déficients psychiques, de gens qui ont des problèmes de cette nature-là, qu'il faudrait mettre dans d'autres endroits que dans des endroits qui relèvent de la prison. Il y a des jeunes qu'il faut récupérer en disant on va te rééduquer. Et à ce moment-là, on va les mettre au contact des animaux, du cheval, de la nature, de la mer, etc. On va leur faire la traversée de l'Atlantique. Mais il faut qu'il y ait un taquet, il faut qu'il y ait une opposition, il faut qu'il y ait un État qui soit capable de dire il y a des règles, il y a des lois, et il faut les respecter. Et si tu ne les respectes pas, on va pas te mettre dans une prison où on en met 2 en temps normal à 6 pour te faire violer, parce que ça c'est immonde et c'est insupportable. Mais juste dire, repensons
repensons la prison, repensons la justice, repensons l'armée. Il faut que les officiers supérieurs puissent aujourd'hui reprendre en main la question de la guerre pour la penser à nouveau frais. On ne peut pas aujourd'hui dire on va recréer un porte-avions nucléaire, alors que Charles de Gaulle a quand même été une catastrophe. Il est parti, il a perdu son hélice, il est revenu, il y avait des fuites nucléaires, on a été obligé de rallonger l'appontage parce que les avions ne réussissaient pas à atterrir. Enfin, on se dit, on rêve, quoi. On rêve. Et donc, de se dire que peut-être les priorités ne sont pas là, mais dans la cybercriminalité, par exemple. Et là, c'est peut-être plus la police que l'armée, mais pour imaginer que tous ces gens qui veulent commettre des forfaits, la plupart du temps, ils ont dit qu'ils allaient les commettre sur Internet précédemment. Donc, que nous ayons des algorithmes, que nous ayons des ingénieurs, que nous ayons récupéré des hackers, par exemple, ces gens qui récupèrent de l'argent juste en faisant sombrer les systèmes informatiques des hôpitaux pour les faire travailler. Oui, c'est vrai, Michel, mais il y a déjà l'insécurité physique, déjà appliquons la loi. Parce qu'aujourd'hui, vous avez vu, ce journaliste à Bordeaux, à Pau, je crois, non, l'Union. L'Union de Reims, oui, pardon, de Reims, et qui s'est fait tabasser par un multirécidiviste, ça faisait un immigré d'ailleurs, mais clandestin presque, 8 fois, il s'est fait, il a été condamné, et puis il a tabassé presque à mort ce journaliste. Enfin, il y a ce côté aussi, on a l'impression que les gens vivent dans l'insécurité physique aujourd'hui. Oui, mais on n'a pas dit, on a beaucoup parlé sur ce sujet. Il y a beaucoup de chaînes d'infos continues qui font des blablas en permanence avec 5 ou 6 personnes qui sont là en train de ressasser leur vieille musique. Mais personne n'a dit que ce fait divers-là disait une chose. Il y a des endroits où, effectivement, la République n'entre plus, et quiconque ne fait pas partie de ce lieu n'entre plus non plus. C'est-à-dire que si vous êtes un journaliste, c'est le territoire perdu, et les gens disent, on est là, on a marqué notre territoire, c'est pas le vôtre. Si vous rentrez dans ce territoire, on fait comme un mal dominant, on vous tabasse. Et jusqu'à la mort, éventuellement. Donc, il y a un moment donné où c'est ce qu'il faut dire. C'est pas le problème qu'il soit algérien, qu'il ait été multirécidiviste, c'est simplement de dire, tous ces territoires perdus de la République sont contrôlés par des gens dont on sait qui ils sont. La police les connaît, simplement ils n'ont pas les moyens d'y aller. S'ils y vont, on sait très bien qu'ils risquent eux-mêmes de prendre des coups. Ensuite, la justice dira, mais qu'est-ce que vous êtes allé faire là-bas? Ensuite, politicienne. Si c'est vous, le ministre de l'Intérieur, qui faites ça, on dira que vous êtes responsable, que vous êtes un salaud, que vous êtes un fasciste, que c'est la police de Vichy, que vous êtes un nouveau papon, etc. Les heures les plus sombres, etc. Voilà ce qui va rejaillir sur un président de la République qui veut être président à nouveau dans quelques mois. Donc évidemment, il ne fera rien parce qu'il sait très bien qu'il risque de perdre des points. La France, il s'en fout. Hollande s'en moquait de la France, Sarkozy s'en moquait aussi de la France, tout le monde s'en fout de la France depuis la mort du général de Gaulle. Tous les gens sont là parce que... C'est ça, on parle au segment de Français, on ne parle plus à la France. On parle à son électeur. On se moque de la France et des Français, on s'adresse à son électeur en disant « Je veux plus d'électeurs que celui qui se trouvera en face de moi au second tour. Maintenant, je vais tout dire et tout faire pour avoir un maximum d'électeurs. » Mais on dit « Mais la gestion de la France, c'est pas simplement une course à l'échalote électorale. La gestion de la France, c'est un projet politique au moins centenaire, du moins millénaire, en disant « Que veut-on pour la France ? Et si je dois perdre des élections, peu importe. Que gagne la France si je dois perdre des élections ? Là, c'est l'inverse. C'est vraiment que meurt la France si je dois perdre des élections. Et quand Mitterrand a dit « Ah mais moi, je veux bien détruire la France pourvu que je sois 2 fois chef de l'État », on a vu ce que ça a donné. Et on voit bien que Macron, qui n'arrive à rien depuis 4 ans, dit mais je veux continuer à n'arriver à rien. Laissez-moi, donnez-moi encore 5 ans, que je puisse vous montrer que ce que je n'ai pas pu faire, c'est à cause du Covid, ça va être ça le truc. Hein. Et je veux 5 ans pour n'arriver à rien encore. Voilà, puis après, il ira faire du business en vivant aux États-Unis, sur la côte ouest de préférence, et en monnayant 300 ou 400 000 euros. Là, vous êtes méchant avec notre petit Emmanuel. Mais on voit bien l'âge qu'il a, on voit bien d'où il vient. Le banquier de chez Rothschild n'est pas quelqu'un qui a le souci de la France. C'est quelqu'un qui estime que la France est une start-up nation et qu'une fois qu'il aura fait du business avec cette start-up nation, il changera de start-up nation et puis il changera de start-up et il trouvera autre chose. En fait, il y a start-up, mais nation, on s'en fout. Oui, voilà. C'est ça. Clémence. Alors, est-ce qu'on a le temps de donner la parole à notre amie Cécilia ? Oui, alors Cécilia, on continue le Tour de France et on va en Bretagne. Bonjour Cécilia. Bonjour Cécilia. Oui, bonjour Monsieur Dunkeuf, bonjour Monsieur Onfray. Bonjour. Je voulais vous remercier parce que vous êtes des grandes sources d'inspiration pour moi en fait depuis quelques années maintenant. Et je suis très contente de pouvoir avoir un contenu dans une radio. Donc
Voilà, quand j'ai le temps. C'est rare que je puisse être en direct, donc de pouvoir vous écouter en direct, donc je préférerais intervenir par rapport au sujet. Allez-y. Donc moi je suis une femme noire qui vient des DOM, française. Oui. Donc d'où exactement, si c'est pas d'où? De la Guyane. De la Guyane, d'accord. Et moi je trouve ça assez hallucinant qu'on mette constamment les gens dans des cases. C'est-à-dire que c'est un peu fatigant à la longue au quotidien, quoi, parce que je me rends compte que les médias, les politiques ne font que entretenir certaines croyances où ils s'immiscent un peu dans la vie intime des gens, dans le sens faire des législations sur des choses. Je ne veux pas spécialement rentrer dans le détail parce que ça peut susciter des passions et peu importe, mais ce que je veux dire, c'est que on peut être un peu dans la minorité et en même temps avoir une vision globale et savoir faire marcher son entendement un peu, quoi. Bien sûr, mais vous n'êtes pas que ça. Vous n'êtes pas assigné à résidence dans une dimension. Ça veut rien dire, effectivement. Tout à fait. Ouais. Et par exemple, SOS Racisme, j'aimerais bien aussi qu'il s'occupe aussi du racisme anti-blanc, quoi. Ouais. Malheureusement, quelqu'un un blanc qui serait victime de racisme n'aura jamais voix à avoir les services des SOS Racisme. Donc je trouve ça un petit peu dommage, quoi, dans ce cas-là, puisque si on parle d'égalité, c'est égalité pour tout le monde. Tout à fait. Voilà, ça c'est des choses qui sont un peu embêtantes au quotidien, et puis toutes les idées reçues qu'on a. Moi, par exemple, je suis pas contre Trump ou Poutine. J'ai aucune animosité, mais ça suscite des passions chez les gens qui ont des réactions hystériques en disant oui, mais tu te rends pas compte, et puis en plus avec ta couleur de peau. Et c'est vrai que j'ai grandi un peu dans ce côté, la gauche c'est gentil, la droite c'est méchant. Et moi je vois pas du tout les choses comme ça, et c'est vrai que dans ce monde-là c'est compliqué. Ouais, donc, très compliqué, Cécilia, mais vous posez des questions beaucoup de pauses, et heureusement vous les posez avec lucidité, parce que ça suffit, ce côté je ne suis que ça, et qu'on vous force à avoir une étiquette. Bon, juste après ceci, Michel Onfray va répondre, et nous aussi. Et nous continuons de discussion avec les auditeurs, avec Michel Onfray, notamment sur le témoignage de Cécilia, qui est guyanaise et qui dit, écoutez, moi j'en ai marre d'être assigné à résidence parce que je suis noir ou parce que ceci et parce que cela. Qu'est-ce que ça veut dire? Et SOS Racisme, elle citait SOS Racisme, et dit cette géométrie, cette indignation à géométrie variable, ça lui paraissait pas très sain. Formidable, Cécilia. Moi, je trouve qu'effectivement, elle fait partie d'une majorité silencieuse. Et ce sont les minorités activistes qui sont extrêmement bruyantes, dont on estime qu'elles sont la totalité. C'est-à-dire parce que vous avez telle ou telle personne qui estime que le combat des colonialistes, tout ce qui est intersectionnel, enfin, c'est la vérité aujourd'hui du sens de l'histoire. On se dit, mais c'est pas que ça, les gens de couleur. Les gens de couleur qui nous disent, mais moi, je suis français, je suis républicain, et fût-ce en Guyane, où j'ai vu d'ailleurs, moi je suis allé en Guyane et j'ai vu quand même beaucoup de misère, beaucoup de pauvreté. La France n'est pas très présente. Quand il s'agit d'aller à Kourou, il n'y a pas de problème, mais dès que vous allez dans les quartiers un peu pauvres, vraiment c'est assez terrible. Mais qu'on puisse entendre des gens qui nous disent, mais on veut faire République, là pour le coup, la France bleu, blanc, beurre, moi je veux bien tout ça, et black, et tout ça est formidable quand on a des gens qui nous disent, mais moi ma couleur n'est pas mon assignation, mon lieu d'assignation, ni mon sexe, ni ma sexualité. Moi j'ai été prof pendant 20 ans dans un lycée, ma directrice était une femme, j'ai fait ma thèse avec une directrice de thèse qui était une femme, je n'ai jamais pensé que c'était des femmes, j'avais des êtres humains devant moi. Et c'est la même chose avec les gens de couleur, ou c'est la même chose avec les musulmans ou les juifs ou je ne sais quoi. J'estime la qualité d'un être à la totalité de l'être, dans laquelle la couleur, la race, le sexe, la religion n'entrent pas en ligne de compte. Donc quand il y a ce désir à la Renan de faire nation chez Cécilia, qui nous dit mais faisons une nation, et plus cette nation sera colorée, bigarrée, diverse, multiple, mieux ce sera, pourvu qu'elle fasse nation. En fait, nous sommes des diamants à 1000 facettes et pas des ânes à œillères. Mais bien sûr, moi j'ai descendu le fleuve Maroni par exemple, et j'ai vu des populations amazoniennes. J'ai écrit un livre sur ce voyage-là, et je me suis baigné dans le fleuve Maroni avec des enfants qui étaient là tout nus, et qui étaient on nageait avec des piranhas, on savait que pouvaient passer des anacondas, et il y avait des chefs coutumiers qui étaient là avec leurs vêtements. On a dormi là-bas dans le village, il y avait des tatous qui passaient la nuit sous nos hamacs, etc. Et je me suis dit, la France est là aussi.
Et elle est là, mais elle n'est pas assez là. C'est-à-dire les enfants souffrent, les enfants sont fascinés par l'Amérique. On est en plein milieu de la forêt amazonienne et d'un seul coup, on voit des enfants qui sont en train de regarder Alerte à Malibu sur la télévision. Parce qu'il y a un groupe électrogène, tof, et en plein milieu de la jungle, le groupe électrogène leur montre ces sottises et ces bêtises. Parce que finalement, leur culture n'est pas soutenue, n'est pas défendue. Vrai, parce que nous, on n'est pas là avec nos... Mais parce que la France devrait être là-bas autrement qu'avec un RIMA. Je crois qu'il y a un régiment d'infanterie de marine là-bas et devrait être là-bas pour faire de telle sorte que les enfants ne se pendent pas, ne se suicident pas. Les suicides chez les enfants guyanais, c'est considérable. Les enfants, vous les sortez de la jungle, vous les collez au collège, puis après vous les mettez au lycée et ils sont dans une souffrance parce qu'on n'est pas capable de... Parce que là encore, on est jacobin. Parce qu'effectivement, le jacobinisme fait la loi, aussi bien en Corse qu'en Bretagne. On a eu tout à l'heure une interlocutrice ou un interlocuteur de Bretagne. Non, c'est Cécilia qui est bretonne elle-même, qui nous disait qu'elle appelait de Bretagne, je crois. Oui, eh bien, la France, c'est tout ça. Et je dirais une espèce une spécificité amazonienne, une spécificité bretonne, une spécificité corse, normande, occitane, etc. Et pourvu que nous fassions France et Nation. Alors, je rappelle quand même que, auditeurs de Sud Radio, allez lire Front Populaire tous les mois, le prochain numéro 4, tous les trimestres, oui, pardon. Mais ça viendra, ça viendra. Immigration numéro 4 qui paraît le 8 mars, effectivement. Et puis alors, ça va s'appeler Front Populaire et Girondin, bientôt. On pourra faire quelque chose. Oui, de toute façon, on fera un projet politique et pour les prochaines présidentielles, je ne serai pas candidat. Je vous remercie de ne pas m'avoir posé la question, ça me permet d'y répondre. Mais nous aurons un projet, un programme. En disant, on va suivre ça. L'idéal, c'est ça, que le peuple redevienne le centre de la politique. Et un peu partout et sous toute latitude, surtout. Clémence. Allez, on va aller à Toulouse. On donne la parole à Frédéric. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour Frédéric. Bonjour, voilà, écoutez, vous pouvez pas savoir la joie que c'est pour moi d'avoir les deux plus grandes têtes pensantes actuellement sur le plan médiatique et culturel et philosophique. Je me présente en 2 mots, je suis Frédéric, j'habite Toulouse, j'habite en face de la maison Calas, rue des Filatiers à Toulouse. Ça doit parler à Michel Onfray. Et la maison Calas, c'est... La maison Calas. L'affaire Calas. C'est lié à l'affaire Calas. Voltaire. Ah oui, voilà, d'accord. Je pensais à ça, mais d'accord. Excusez-moi, j'accueille Benahouda, qui est un ami d'origine algérienne, qui vient juste d'arriver chez moi. Je suis, figurez-vous, gilet jaune, pied noir, catholique pratiquant. Alors ça fait un triple raison de condamnation. Ouais. Et je voudrais simplement témoigner en 2 mots d'abord j'admire Michel Onfray d'abord j'ai été très ému par le voyage qu'il a fait au Karabakh. J'ai écouté longuement ces 2 heures de décryptage de son voyage que j'ai beaucoup partagé, qui a beaucoup impressionné les gens autour de moi. Et je voulais juste lui faire une remarque sur son approche de l'Église catholique aujourd'hui, qui me semble un peu datée. Je suis pratiquant, je vais tous les jours à la messe. Il y a l'église qui est en semaine et l'église qui est le dimanche. C'est vrai que le dimanche, elle est un peu plus bourgeoise, donc pour un gilet jaune, c'est un peu contradictoire. Mais en semaine, vous voyez, elle est très, très multicolore, l'église à la messe. Et donc, je voudrais simplement lui dire, je l'ai entendu dire qu'il respectait plus les curés en soutane que les curés en short. Mais vous savez, les curés en short, aujourd'hui, ils ont 80 ans passés, ils se baladent plus tellement en short. Et donc, je crois que l'église a changé de visage, que les jeunes prêtres aujourd'hui ont une toute autre figure que celle peut-être un peu caricaturale qu'ils présentent. Et voilà, je voudrais surtout vous saluer tous les deux, prendre cette occasion pour vous dire que vous êtes très importants aujourd'hui sur la scène publique et politique. Merci Frédéric. Michel, alors vous êtes encore un anticlérical primaire? Non, pas du tout. Je veux dire que quand je dis que j'aime beaucoup les curés en soutane, ça fait pas un anticlérical primaire. Non, je pense que Vatican II a fait beaucoup de mal et que notre ami a raison de dire qu'effectivement peut-être ces curés-là disparaissent au profit de nouveaux prêtres. Moi, j'ai des relations avec quelques curés en soutane qui sont, ils sont d'abord des jeunes garçons beaux, intelligents, brillants, extrêmement cultivés. Ils ont fait des études de théologie, ils ont vraiment un répondant théologique. On peut parler ontologie, on peut parler métaphysique avec eux. Puis on peut faire des références à l'Ancien Testament, au Nouveau Testament, et ils ne sont pas perdus, ce qui est un vrai bonheur. Et puis, le christianisme, enfin la religion ne va pas sans du sacré, sans le sens du sacré, sans le sens du symbole, de la symbolique, etc. Sans des réflexions. J'ai même encore rencontré il y a peu un autre prêtre en soutane, de Tanoam, par exemple. On a eu toute la soirée une discussion extraordinaire en matière de théologie sur la grâce, sur la question de la grâce, sur les provinciales, sur Jansénus, etc. On se dit, mais quel bonheur
de ne pas être d'accord avec des gens aussi intelligents, aussi brillants, qui sont capables de... Voilà. Donc, moi, je pense que l'islam est aujourd'hui fort de la faiblesse du christianisme. C'est pas l'islam qu'il faut accabler, c'est pas les musulmans qu'il faut accabler, c'est pas la poignée d'islamistes qui sont des catastrophes pour l'islam et les musulmans. C'est pas ça qui est à incriminer. Ce qui est à incriminer, c'est que l'Église est honte d'elle-même. Les curés en short, vous vous rendez compte? Moi, quand j'étais gamin, il y avait un curé qui était torse nu sur les mobylettes des gamins du village et qui traversait mon village de Chambois. Et si effectivement c'était ça, effectivement, Vatican II ne méritait pas d'exister. Moi, j'ai dit beaucoup que quand même, au 19e siècle, il y a le désir de la part d'un architecte de fabriquer la Sagrada Familia. Gaudi veut, au 19e siècle, fabriquer une cathédrale. Il ne peut pas, pendant tout le 19e siècle, et pendant tout le 20e siècle, on ne peut pas réaliser cette cathédrale. Au 21e siècle, le pape Benoît XVI vient consacrer une cathédrale qui n'est pas terminée. Il y a quelques années, il y a un attentat musulman islamique, qui a été déjoué dans cette basilique qui est déjà une ruine. Et le pape qui est venu consacrer cette église a démissionné au profit d'un autre. Bon, on se dit, le christianisme, c'est ça. De mon bureau à Caen, j'ai vu sur l'abbaye aux Hommes, et Guillaume le Conquérant a fait 2 abbayes sublimes, un château extraordinaire pour ce qu'il en reste, et d'autres constructions qui ont été détruites. Il a fait tout ça en quelques décennies. En moins de 20 ans, il faisait des abbayes sublimes qui, 1000 ans plus tard, sont toujours sur pied. Je dis simplement que le christianisme s'est effondré par impuissance intérieure. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut dire ah oui, mais l'islam ceci, l'islam cela. Oui, mais d'accord, on peut râler contre l'islam et les musulmans, mais râlons contre cette église qui n'a pas été capable de prendre les bons virages. Le virage, c'est pas de dire ah oui au préservatif, oui au mariage des prêtres, ou de dire la messe en latin, c'est l'horizon indépassable. Non, c'est repenser une église qui serait solidaire et fraternelle. Je pense à notre ami qui est gilet jaune et catholique pratiquant. Eh bien, il y a eu un évêque qui est allé, qu'on me pardonne, j'oublie son nom, je me demande s'il n'était pas du côté de Montpellier, enfin je peux me tromper, mais qui est venu sur les bagades, sur les ronds-points, et qui est venu dire, mais le message des Gilets jaunes, c'est le message christique, c'est le message de Jésus. Si Jésus existait aujourd'hui, il serait chez les Gilets jaunes, il serait pas conseiller en communication auprès en termes de spiritualité auprès d'Emmanuel Macron. Est-ce que l'actuel pape François n'a pas joué un rôle un peu ambigu là-dedans, en disant il y a que les migrants qui comptent, etc. C'est un jésuite. C'est un jésuite, et par définition, c'est un jésuite qui a choisi le nom d'un franciscain. C'est très jésuite, tout ça. C'est-à-dire que c'est François d'Assise, qui était le pape des simples, des modestes, des petits oiseaux, des animaux, etc., qui était le pape des pauvres, enfin des pauvres, quoi. C'est le contraire des jésuites, qui sont toujours dans l'orbe des puissants, qui conseillent les princes, etc. Mais un franciscain n'aurait jamais pris le nom d'un jésuite. Un jésuite peut prendre le nom d'un franciscain. Et cette façon de dire ma mission consiste à faire que l'Église dure, mais de toute façon il y a déjà une partie pourrie, c'est l'Europe, et on la laisse parce que le restant de la planète est plus important. L'Amérique du Sud, n'oublions pas qu'il vient d'Argentine. Bien sûr. La Chine, il pense effectivement qu'il y a une place à prendre dans le christianisme là-bas, et il y a une vision planétaire et millénaire de son monde. Donc il a juste envie d'accompagner le mouvement de destruction des nations, etc., parce qu'il pense que quand on aura une espèce de grande planète cosmopolite, le christianisme pourra trouver sa place. Un bon mondialiste. C'est un bon mondialiste. Merci Michel Onfray. Merci beaucoup Michel Onfray. Je rappelle le titre de votre livre, La Nef des Fous, des nouvelles du Bas-Empire, chez Robert Laffont. Et puis vous pourrez vous procurer aussi le numéro 4 de la revue Front Populaire à partir de lundi, qui est intitulé Immigration. Et vous pouvez évidemment... Oui. J'y ajoute juste, lisez les vies philosophiques avec dans la collection bouquins, passionnante biographie. Voilà, les vies philosophiques. Vous savez tout. Vous pouvez de toute façon réécouter cette interview sur YouTube et en podcast sur sudradio.fr. Et puis, attention, Sud Radio continue avec Brigitte Lahaye qui pose cette question. Le porno rend-il addictif et pourquoi? C'est avec le psychiatre Laurent Carilla. Là aussi, vous pouvez réagir au 0826 300 300.